Donc on s'est mis dehors uniquement pour vos beaux yeux. Il s'appelle Julien Voisson, du coup. Et j'ai dit, mais je l'ai vu ce mec-là sur YouTube et tout ça. Et du coup, ça m'a encore plus donné envie de creuser. Et du coup, je paniquais parce que je la voulais vraiment à ma place en fait. Du coup, moi, je devais attendre 48 heures. Je disais, non, mais vraiment, attendez-moi. Genre, moi, c'est sûr que je viens. Hein. J'ai développé certaines choses chez moi dont je ne pensais pas forcément être capable. Je fais ce premier challenge-là. J'ai plus le chiffre exact, mais c'était entre 4005 et 5000 € de facturés et j'avais pris des appels pendant 4 jours. Trop bien, ok. Merci de prendre ce temps-là à l'extérieur. Pour information, pour la caméra, il fait 40 degrés. Il fait très très chaud, ouais. Donc on s'est mis dehors uniquement pour vos beaux yeux. Je vous ai mis Pierre également pour vos beaux yeux. Et donc du coup, on se retrouve pour un témoignage de closer, donc qui a suivi notre programme d'accompagnement. Et comme vous le savez, sur la chaîne, quand je mets des témoignages, l'idée c'est de vous apporter le maximum de valeur sur ce qui s'est passé avant, sur ce qui leur a donné envie de passer à l'action, comment ça s'est passé et leur quotidien de closer. Pierre, merci beaucoup. Écoute Julien, merci à toi de me recevoir, ravi de pouvoir faire cette interview avec toi pour un petit peu témoigner et partager un petit peu mon expérience, donc c'est cool. Avec plaisir et merci en plus de tolérer cette chaleur pour te mettre à l'extérieur. Ouais, c'est pas grave, c'est une petite expérience. Donc si vous nous voyez avec des torchons, c'est normal, c'est juste qu'il fait 40 et on est en train de s'essuyer, donc désolé carrément pour ça. Bon, ok. Pierre, est-ce que tu peux partager un petit peu d'où tu viens, peut-être ton âge et un peu ton parcours avant? Ouais, carrément. Moi, du coup, c'est Pierre. J'ai 23 ans. Je suis originaire d'Albi, du coup, à côté de Toulouse. Maintenant, donc, du coup, j'habite à Osgore depuis 1 an. Pour refaire un petit résumé, moi, sur mon parcours, donc j'ai fait une école de commerce, tout simplement, du coup, sur 3 ans, où là, j'étais vraiment spécialisé marketing, management, tout ça. Je me suis spécialisé dans le marketing du vin et onologie. Okay. Donc, rien à voir avec la vente ou quoi que ce soit, vraiment pur et dur, bien qu'on ait quand même des notions, quoi. Mais voilà, je me suis spécialisé dans ça et en fait, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, en fait, concrètement. J'étais un petit peu perdu et je suivais en fait la ligne directrice un peu comme tout le monde, quoi, genre bachelor, master, après, puis c'est assez général, donc je ne savais pas où j'avais envie d'aller. Et en fait, à la fin de mon bachelor, au bout de 3 ans, moi je me suis senti un peu perdu. Je trouvais rien qui me plaisait à 100%, quoi, et je ne me retrouvais pas dans ce que je faisais. Et il y a un moment où je me suis dit, si je continue dans cet élan-là, un peu comme tout le monde, sur un master, ça ne va pas me plaire, je pense que je vais exploser en plein vol, quoi. Pourquoi? Parce que je pense que les cours, moi j'avais un petit peu de mal avec les cours, tout ça. Et je pense qu'il y avait, on va dire, 5% de ce que je voyais qui me plaisait, quoi, on va dire. Donc je me suis dit, j'ai besoin en fait d'une coupure, d'une petite cassure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mes études, sur un coup de tête, j'ai pris un billet d'avion pour l'Australie, où je suis parti là-bas pendant 1 an. Okay. Et je me suis dit, là, ça va me permettre justement de pouvoir avoir une nouvelle expérience. Moi, mon but, c'était vraiment de pouvoir apprendre l'anglais déjà dans un premier temps. Parce que j'étais vraiment pas bon, donc c'était aussi l'objectif du voyage. Et aussi de mettre un petit peu d'argent de côté, donc vraiment travailler et mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire quelque chose après. Je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais quand même que je voulais me lancer quelque part. De toute façon, j'y reviendrai après. Donc du coup, voilà, je suis parti pendant 1 an. J'ai travaillé dans les fermes là-bas, du coup, en Australie. Donc des grosses semaines de senteurs avec le bétail, le coton, tout ça, tout ce qu'il faut. Donc c'était super enrichissant, très très dur, mais super enrichissant parce que j'ai découvert énormément de choses sur moi, etc. Donc c'était vraiment très très enrichissant à ce niveau-là. Et bon, au bout d'un moment, c'était bien quand même de rentrer un petit peu. Après tu t'es pas dit, vas-y, en fait je suis bien et j'y reste? Alors non, parce que moi je voulais juste partir pendant une période donnée. Et je m'étais fixé en fait cet objectif-là de partir pendant 1 année et de finir pendant un petit peu de vacances, quoi. Donc c'est pour ça que je suis parti un petit peu à Bali aussi à côté, à la fin de mon expérience. Okay. Pour un petit peu profiter quand même, voilà, on va pas se mentir, il faut. Et voilà, et je suis rentré en France du coup après ça, j'ai atteint mes objectifs parce que j'ai réussi à progresser en anglais, j'ai réussi à aussi un petit peu mettre d'argent de côté aussi. Et dès que je suis rentré, en fait, j'avais l'impression que j'avais totalement changé. Personnellement? Au niveau de mon mindset, etc. Donc oui, j'avais changé parce que j'avais évolué. Et en fait, tout ce que je m'étais dit, dans quoi j'avais pas envie de retomber,
En fait, on se rend compte que dès qu'on part, c'est une chose, on est dans un nouveau cadre et tout ça, on a une nouvelle perception des choses. Et on se dit, en fait, non, dès que je vais rentrer, je ne serai plus du tout dans le même cadre de vie, je vais changer mes habitudes, ça je le referai plus, ça je le referai plus. Et puis je me suis rendu compte en fait que quand je suis rentré, on se remet vite dans notre routine, quoi. Malgré le fait que tu t'étais dit plus jamais, entre guillemets. Ouais. J'ai gardé cette perception-là au niveau de mon évolution, c'est-à-dire que j'ai pris énormément en maturité, etc. Mais par exemple, dans ma routine, une chose que je voulais plus faire ou quoi que ce soit, je voyais qu'elle revenait assez vite et que je me suis refait plonger dans une routine un peu qui me plaisait pas ou quoi que ce soit. Et je suis retombé dans le même système en fait. C'est quoi, c'est l'environnement en fait qui te faisait retomber dedans ou... Ouais, en fait, je savais pas quoi faire en fait, tout simplement. Et, en fait, on va dire la mentalité dans laquelle j'étais parti avec un petit peu ce truc-là de me dire putain, je sais pas quoi faire, etc. Donc je vais partir. En fait, je pensais que ça allait changer au bout d'un an parce que j'allais avoir de nouvelles expériences et tout. Mais en fait, j'ai retrouvé exactement les mêmes problèmes quand je suis rentré. Ok. Donc ça m'allait pas. Ça m'allait pas du tout et en fait je me suis confronté aux mêmes problèmes, etc. Et c'est là où je me suis dit aussi, le fait de partir pour aussi éviter un petit peu les problèmes qu'on rencontre, c'était pas forcément la solution parce qu'en fait tu vas les retrouver en fait à un moment donné. Donc quand je suis revenu, j'ai dû m'y confronter, on va dire. Du coup ça doit être encore plus difficile étant donné que là cette fois-ci tu avais encore plus de recul et il y a peut-être la double peine de je veux pas retomber et en fait je vois qu'en fait je suis en train de retomber dedans donc ça doit être encore plus difficile quoi. Ouais carrément, en fait je pensais que j'allais, pour moi j'étais sur une nouvelle lancée et en fait le fait de rentrer, de revenir dans cet état d'esprit, dans ce truc là, je me suis dit putain j'ai l'impression de faire 3 pas en arrière quoi. Et du coup c'est juste sur ce point là je trouve ça super intéressant parce que tu montres bien qu'en fait tu as changé ton mindset mais parce que en fait tu es dans le mauvais environnement, en fait tu as eu une croissance et en fait l'environnement en fait est super important parce que c'est l'environnement qui te fait qui te tire vers le bas. Exactement. Et en fait moi je le vois, mon énergie était décuplée en Australie parce que j'avais envie d'y aller, j'avais envie de, tu vois, c'était un nouveau projet, c'était quelque chose d'hyper important pour moi. Et pour autant, du coup, j'avais l'impression d'être une nouvelle personne dans une nouvelle énergie et tout ça. Et quand je suis rentré, comme tu dis, en fait, l'environnement a fait que je suis vite revenu dans cette situation un petit peu inconfortable pour moi, tu vois. Ok. Et juste quand tu es revenu, du coup, tu disais je veux être dans le salariat ou est-ce que tu disais déjà, tu disais quoi? Non, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que moi, quand même, depuis, on va dire, mes 13-14 ans, mes parents ils m'ont toujours éduqué comme ça, à aller travailler l'été pour pouvoir se payer des petites vacances ou alors les choses que je voulais. J'ai toujours eu cette éducation-là. Du coup, j'ai travaillé en fait tous mes étés. J'avais quand même pas mal de petites expériences professionnelles par-ci par-là. Avant de partir aussi en Australie, j'avais fait un gros stage de presque 1 an dans un vignoble. Du coup, vu que je m'étais spécialisé dans le marketing du vin et l'œnologie. Et du coup, en fait, quand je suis rentré, moi je suis parti aussi pour ça. C'est parce que en fait, tu vois, avoir des horaires imposés comme ça et tout ça, je me projetais pas du tout en fait. Même si ça me plaisait en fait cette routine là ou quoi que ce soit, moi ça me crève, ça m'épuise en fait. Okay. Mais en fait du coup voilà. Donc quand je suis rentré, j'ai retrouvé ce truc là et je me suis dit c'est pas possible en fait sur le long terme que je continue comme ça. Parce que ça me plaît pas et on va dire énergétiquement par là, ça me casse quoi. Okay. Donc je me suis toujours dit en fait il faudra que je trouve quelque chose dans quoi me lancer, quelque chose qui me plaît, tu vois, quelque chose qui m'anime vraiment concrètement. À ton retour? Ouais, à mon retour, mais j'étais quand même encore vachement perdu. Ok. Donc il m'a fallu quand même encore retomber un petit peu dans cette phase-là. Pour vraiment encore plus me remettre en question avec quoi que ce soit. Et là j'ai eu une opportunité, sans trop le vouloir en fait, de partir en tant que saisonnier, en tant que sommelier en saison, du coup au Club Med. Et là du coup je me suis dit ça peut être une bonne expérience et tout ça, mais je savais au fond de moi que je continuais quand même à repousser le problème. Okay. Tu vois, donc paradoxalement je pense que je m'en rendais pas vraiment compte à cette période-là, mais je me disais c'est un petit peu la facilité, tu as cette opportunité-là, donc vas-y. Bien que c'était une très bonne expérience et puis ça te fait toujours, c'est autre chose, c'est bien de voir autre chose. Donc je suis parti là-bas, j'ai fait 2 saisons du coup dans les Alpes, et en fait on arrive fin août du coup de l'année dernière. Et là je me dis non mais en fait je me rends compte que là ça va pas, surtout que j'avais traversé une période un petit peu compliquée là-bas à cause de plusieurs événements dans ma vie. J'étais vraiment dans un cycle de down quoi, et j'ai fait vraiment une espèce de reset sur tout quoi. J'ai pris énormément de temps pour moi, de temps tu vois solo. Okay. Et en fait j'avais l'impression... Là t'as quel âge là? Là 23 ans. À cette période-là, 22 du coup. Donc c'est assez récent.
Et c'est ce que je te disais la dernière fois, tu vois, ce cycle, pour moi, ce cycle de up and down que tu as, là c'était vraiment un cycle de down où j'avais l'impression que tout ce qui se passait, professionnellement parlant, personnellement, il n'y avait rien qu'à aller en fait. Est-ce que tu étais dans une phase où tu te disais c'est soit du salariat, soit de l'entrepreneuriat, j'hésite un peu entre les deux, ou est-ce que tu pensais qu'au salariat? Tu te positionnais comment sur cette voie-là? Non, moi je savais que j'ai toujours, enfin c'est bizarre ce que je veux dire, mais j'ai toujours su moi que ça allait être l'entrepreneuriat. Plus ton papa est entrepreneur en plus. Mon papa est entrepreneur, il a ouvert sa propre boîte à 18 ans, il a évolué, il a ouvert plusieurs boîtes aussi. Ma mère également, elle avait son bar, etc. Puis elle est entrepreneuse maintenant aussi. Donc j'ai toujours été un petit peu éduqué comme ça aussi, quoi. De pas attendre en fait dans quelque chose qui nous plaît pas forcément, dans le salariat, et plutôt créer, entreprendre, etc. Moi, ce qui me bloquait, c'était plus le fait que je savais pas où aller en fait. J'essayais de me tourner vers certaines choses, puis je me rendais compte en fait que ça me plaisait pas tant que ça. J'avais ce truc-là d'essayer de me tourner sur un projet ou quoi que ce soit, puis je lâchais très très vite. Comme quel type de projet par exemple? Je sais qu'avec mon frère, on avait des projets par exemple, on parlait de projets, mais c'était vraiment ça n'a pas duré longtemps quoi. C'était vraiment aux bases que ça s'arrêtait. Mais tu sais, de créer des choses et tout ça, puis en fait, non, en fait, j'avais plus la motivation et j'ai arrêté. Genre ça a duré combien de temps ça a duré 1 mois ou 2 mois, on faisait quelques trucs ensemble, des documents, etc. C'est déjà ça. Ouais, mais ça n'aboutissait jamais en fait. Okay, oui. Du coup, c'était assez frustrant. Moi, j'ai toujours été comme ça. En fait, j'avais l'impression que de ne pas avoir vraiment de passion. Je voyais tous les autres autour, mais ça peut être dans le travail, comme tu vois, dans les loisirs ou quoi que ce soit. J'avais l'impression qu'en fait, tout le monde autour de moi avait trouvé son truc, que ce soit une passion, un loisir, un sport ou quoi que ce soit, ou dans le taf, et pas moi. Et du coup, j'essayais d'aller un peu partout, j'essayais de me tester un peu partout, et en fait, je tenais 2 mois, et je me disais, mais ça, c'est vraiment fait pour moi, en fait. Et puis, je tenais 2 mois, tu vois, okay. Et puis j'ai arrêté, je me dis, bah non, en fait, ça me plaît pas, tu vois. Et je le sentais pas, je me dis, bah si je le sens pas et que je décroche comme ça, c'est que c'est pas mon truc. Okay. Et ça m'a fait souffrir pendant un moment, dans le sens où je me disais, en fait, je trouverai jamais ce qui m'anime, quoi. Okay. Ça a été super compliqué à gérer, je vais y venir, mais jusqu'à le closing du coup. Parce que là on est arrêté où genre il y a une grosse phase d'août, tu te dis en fait non, j'ai repoussé mon problème, du coup je me retrouve encore dans le truc. Ouais, c'est ça. Du coup, c'était ma dernière saison du coup qui s'est terminée en août, et là vraiment j'ai vécu 2 ou 3 mois où je l'ai très mal vécu, parce que j'étais dans ce cycle de down où vraiment tout allait mal. Et je me disais, mais là, je sais pas comment je vais rebondir en fait. En fait, là où je voyais que du noir, j'ai commencé à y voir juste des points d'amélioration et qu'est-ce que ça pourrait m'apporter en fait, ce que je traversais là, pour pouvoir changer la donne, ne pas revivre ce que j'avais vécu, etc. Et c'est là où j'ai commencé à mettre vraiment des choses en place. Je suis rentré en fait de saison en septembre, et à partir de là, j'ai commencé les recherches. Mais les vraies recherches, je me suis dit, écoute, te mets pas la pression à trouver un truc rapidement ou quoi que ce soit, parce que ça va faire comme à chaque fois, tu vas vite abandonner ou quoi en te précipitant sur quelque chose. Et là, du coup, j'ai réussi à moins me mettre de la pression, ce qui n'est pas du tout dans mon quotidien de base. Et du coup, j'ai réussi à me foutre un peu la paix, j'ai envie de dire. Et là, j'ai commencé à rechercher petit à petit, à m'intéresser à plusieurs trucs, mais des domaines vraiment divers et variés, tu vois. Comme quoi par exemple? Tu vois, ça pouvait être l'entrepreneuriat. Je sais que avec mon père, on discutait beaucoup sur les opportunités que lui voyait, par exemple. Lui, il était dans le bâtiment, donc il me parlait de certaines opportunités. Je me renseignais un peu sur Internet, ce qui pouvait se faire, etc. Et c'est comme ça, un jour, que je suis tombé sur une fameuse publicité qui parlait de closing. Et là, je ne connaissais pas du tout. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je pense un peu comme tout le monde, de toute façon, qui tombe sur la première publicité. Et ce n'était pas toi. Est-ce que quand tu as vu la pub, du coup, tu as été en mode qu'est-ce que c'est encore ce truc, ou tu as été tiens, c'est plutôt curiosité? Non, moi j'ai rigolé. Ok, d'accord. Moi j'ai vu la pub, j'ai rigolé, honnêtement, ça m'a fait rire. Et en fait, je sais pas pourquoi je suis resté dessus. Et je pense que pour moi, c'était tellement ridicule de base que je me suis dit, vas-y, en fait ça me faisait rire, donc je l'ai laissé tourner. Ok. C'est quoi que tu trouvais ridicule? C'est la manière dont c'était amené en fait. D'accord. Pour moi, c'était vraiment trop gros. C'était ce qu'on appelle, on en parle souvent, mais le closing morito. Le closing morito, ouais. Genre en mode, tu peux travailler de chez toi avec un téléphone, tu peux te faire 5 000 € en travaillant 2 heures par jour, et à Bali en plus, en ayant les pieds dans l'eau, je sais pas quoi. Bon voilà. Et puis la manière dont c'était tourné, c'était assez marrant.
Mais je me suis dit quand même, bah je sais pas pourquoi j'ai envie de creuser un peu. Quoi. Ouais, il a eu le mérite de te capter quand même. Mais ça m'a capté quand même parce que je me suis dit c'est tellement gros que en fait qu'est-ce qui se trame derrière. Ok, et ça c'était la première fois que tu tombais sur une pub genre un peu comme ça? Bah j'en voyais souvent mais c'était sur d'autres secteurs. Ça pouvait être sur le sport ou quoi que ce soit. Ouais. Et ça... Mais t'avais pas ce truc de... Ça t'a pas capté en mode bah il me sort des chiffres machin et... Non parce que là ce qui a attiré mon attention c'est que je connaissais pas le closing, le terme closing je connaissais pas. Donc je savais pas de quoi ça parlait. Et c'est là où je me suis dit attends s'il y a une pub comme ça, en fait j'avais envie de voir ce qui se tramait derrière. Ok. Mais et donc du coup j'ai pris un appel. Avec, toujours pas avec nous? Bah non, avec le même du coup, celui qui m'avait fait rire. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai juste envie de comprendre en fait ce que c'est, tu vois. Et j'y suis allé vraiment sans me dire quoi que ce soit, hein, sans dire je vais aller plus loin ou quoi que ce soit. Et j'ai pris cet appel-là et en fait, j'ai aimé du coup la présentation qui m'avait été faite du closing. Je me suis dit, c'est pas mal en fait, je connaissais vraiment pas le milieu ou quoi que ce soit. Bon, par contre, la manière dont ça avait été amené et dont on m'avait un petit peu cadré sur l'appel, par contre, ça m'avait pas plu. Très pushy et tout ça. Et moi, je suis en profil bleu en plus. Donc, profil bleu, c'est pour ceux qui connaissent pas, s'il y en a qui regardent, moi, je fais les décisions vraiment très réfléchies. Je suis obligé d'être sûr de moi, d'avoir une sécurité, de lire tous les détails du contrat, les bonus. C'est celui que vous insultez en général. Voilà. Vous n'aimez pas avoir en call. Voilà. Et les gens que j'ai en call maintenant qui sont comme moi, je les déteste. Hein. Je les aime, enfin, je les déteste, manière de parler, mais je pense que vu que je suis comme ça à la base, et que du coup, vu que je suis passé au-dessus de ça, bah, c'est un côté qui m'a un peu énervé. Et du coup, maintenant, quand je retrouve des gens comme ça, bah, peut-être que ça me retitille un peu. Okay. Mais du coup, je sais plus où j'en étais. Du coup, donc tu fais le call, il te présente l'opportunité et tu te dis, ah bah ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. C'est quoi que t'as trouvé pas mal du coup là-dedans? Alors, en fait, t'as eu le call et après il s'est passé quoi? J'ai eu le call. Il voulait pas me laisser partir tant que je payais pas. D'accord. Mais bon, je lui ai fait comprendre que moi, dans tous les cas, c'était mort, quoi. Mais je me suis dit quand même, je vais continuer. Je vais pousser mes recherches, etc. Et c'est là que je suis tombé sur une autre, toujours pas toi. Toujours pas moi. Toujours pas toi. Une autre agence du coup, avec qui j'ai pris rendez-vous également. Je me suis dit, on va voir pour un peu différencier, etc. Et entre temps, j'avais quand même fait des recherches. Et je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire quand même. Donc j'ai creusé et donc j'ai pris rendez-vous avec cette agence-là. J'ai mieux aimé l'approche. D'accord. J'ai mieux été, on va dire, cadré. Je me suis mieux senti. Mais en fait pas vraiment de suivi ou quoi que ce soit et je me suis dit profil bleu quoi, j'ai encore envie de chercher, d'être sûr de moi. Vraiment le mec qu'on adore quoi. Ouais vraiment. Et je t'avais vu déjà, alors je t'avais vu sur YouTube etc. En faisant des recherches et j'avais vu tes vidéos, j'avais beaucoup aimé ton approche etc. Et donc je me suis dit je vais prendre rendez-vous avec lui aussi mais je veux le prendre en dernier. Parce que tu étais celui qui me parlait le plus, comme ça je me suis dit si je suis vraiment sûr que les autres, si je suis vraiment sûr par ce qu'ils me proposent à la fin, j'aurais déjà vu les autres, donc je pourrais prendre une décision en fait. Okay, finalement. Je l'avais tramé un petit peu comme ça. Très bien. Bon, on aime bien, c'est bien. Ouais. Continuez comme ça. Je l'avais tramé un peu comme ça. Et du coup, est-ce que dans cette phase de recherche, où en gros donc là tu es en train de faire des recherches sur le closing, est-ce que à part le closing, il y avait d'autres choses qui émergeaient, genre là je suis en train de faire des calls avec le closing, mais est-ce que je pourrais pas faire d'autres choses, tu vois? Oui, il y avait ça, mais c'était plus mon père qui m'envoyait, qui essayait de me donner des idées. Okay. Parce que lui, il savait que j'avais un certain potentiel, je pense. Et il me disait, mais non, mais regarde, t'aimes le vin, essaye de faire ça dans le vin, il y a ça à faire, je te jure, il y a un truc à faire. Bon, après, il me parlait du bâtiment, il me disait, mais à chaque fois qu'il m'en parlait, je disais, ah ouais, c'est vrai. Et puis en fait, pareil, en fait, tu sais, je ressentais rien, tu vois, il n'y avait pas de motivation qui venait derrière pour aller plus loin dans le projet ou creuser un peu plus ou quoi que ce soit. Ok, alors que par contre, le closing, là, ce que tu es en train de faire, là, tu ressentais déjà quelque chose de différent? Ouais, c'est là et c'est ce qui m'a choqué. Ok. Je sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. Je pense que des fois, il y a des choses qui s'expliquent pas. Ouais. Mais là, je me suis dit, je sais pas pourquoi, j'ai envie de creuser. Et là, je faisais des recherches. Je prenais des notes et tout. J'ai jamais pris de notes, moi. En cours ou quoi que ce soit, il n'y a pas un moment où en fait, je me suis arrêté pour prendre des notes. Ouais. Et là, d'un coup, je commence à faire des recherches, à prendre des notes et tout. Je me reconnaissais pas. Alors qu'il n'y avait rien de concret, tu vois, c'était le début des recherches. Donc du coup, ça doit te renforcer encore plus dans l'idée de putain, là, je suis peut-être en train de toucher un truc du doigt. Exactement, quoi. Okay. Exactement.
Et au début, j'en parlais vraiment pas trop à mes potes proches. J'en ai parlé un petit peu à mes parents, mais mes parents, bon, je savais que c'est normal. Ils parlaient un petit peu avec leur niveau de conscience, ils connaissent pas, Ah oui. et ça fait peur. Et au début, mon père comprenait pas trop, en tout cas, ce que c'était. Je lui disais, écoute, je continue de faire mes recherches et tout ça. Et en plus de t'avoir vu sur les vidéos YouTube ou quoi que ce soit, moi j'ai un de mes meilleurs amis, mon meilleur ami avec qui vit avec moi à Osgore, là, avec qui je suis tous les jours, avec qui tu avais fait une conférence. Tu lui avais donné une conférence apparemment sur Bordeaux aussi, Ok. de par Benjamin Massé. Ah ok, trop bien, ok. Et en fait, Bisous Benji si tu regardes cette vidéo. Ouais. Et donc du coup il m'avait parlé de toi, et parce que j'avais dit le closing et tout ça, il m'a dit, mais je connais quelqu'un, du coup putain, il m'avait fait une conférence et j'ai trop kiffé. Il s'appelle Julien Voinson, du coup. Et j'ai dit, mais je l'ai vu ce mec là sur YouTube et tout ça. Et du coup ça m'a encore plus donné envie de creuser. Okay. Parce que du coup tu vois, c'est de la recommandation, il m'avait très bien parlé de la valeur que tu avais apporté, tout ça. Et en fait là du coup j'ai pris l'appel, j'ai pas cherché à comprendre après, du coup en dernier avec un membre de ton équipe, du coup. T'étais déjà closé? En fait je pense que j'étais déjà closé à 70%. Ok, d'accord. Et après je pense que je l'ai fait un peu chier parce que profil bleu, du coup je lui posais toutes les questions possibles du monde pour être encore sûr à 1000% de ma décision, tu vois. Et il faut savoir que moi, sortir de l'argent, surtout dans quelque chose que je connais pas et tout ça, c'était inimaginable. Bah bleu quoi. Ouais, mais vraiment, genre là vraiment, même sortir 150 balles, si tu veux, non. Ok. C'est pas possible. Et du coup j'ai pris le rendez-vous et je sais pas ce qui s'est passé pendant le rendez-vous, même si je pense que j'étais vachement intéressé, vachement engagé. Pour moi c'était déjà impossible de rentrer directement après le rendez-vous ou quoi que ce soit. D'accord. Et finalement en fait en 45 minutes, je sais pas, il y a plein de choses qui sont passées sur l'appel dont je ne saurais pas trop expliquer parce que ça m'est jamais arrivé non plus. Mais un switch qui s'est passé dans mon cerveau, je me suis dit, en fait c'est ça qu'il me faut. On a bien fait le travail, alors, tu veux dire. C'est ça. C'est ça. Non mais vraiment. Mais en fait je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. J'ai eu très peur quand même, faut le dire. Genre c'était quoi les peurs là que tu te disais? C'était je pense les peurs on va dire logiques d'un bleu, quoi. Là je perds de l'argent, quoi. Là je perds de l'argent et en fait je sais pas dans quoi je me lance. C'était quoi les peurs que tu avais? Moi les peurs que j'avais c'était vraiment le fait de me dire tu vas investir de l'argent et tu vas peut-être juste le perdre en fait. Et je pense que de toute façon on a tous cette peur là, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas moi c'était la première fois que j'investissais dans quelque chose et que j'investissais sur moi. Et du coup j'avais cette peur là de peut-être juste de pas rentabiliser mon investissement, ou juste en fait de ce dans quoi j'investis ça m'intéresse pas réellement et que ça fasse exactement comme mes expériences passées où je me dis en fait là je vais juste en fait arrêter au bout d'un mois et en fait je vais repartir à zéro. Ça c'est ce que tu te dis pendant le call ou après avoir accroché? Non, c'est même après. Alors moins. Je me doute que nous, on n'a pas dû te mettre la pression sur prendre la décision sur l'appel. Donc du coup, l'appel il s'était terminé sur un quoi? L'appel c'était comment tu veux faire, etc. T'avais donné un oui ou t'avais déjà réfléchi? Non, j'ai dit oui. Au début c'était, je pense que ah non, je crois que j'ai dit, si je me rappelle bien, je pense que c'était là je vais donner une réponse dans les prochains jours. Ok. Voilà, bleu quoi. et en fait c'était voilà, pourquoi prochain jour, etc. Et en fait je me suis rendu compte en fait c'est nul. En fait je fais exactement ce que je continue de faire, c'est-à-dire procrastiner et repousser en fait le passage à l'action. Et je te dis, la phase que j'ai eue de gros down en fait avant, où je m'étais promis certaines choses et de vraiment passer à l'action dans ma vie, je me suis repris ça en fait en pleine figure et je me suis dit non, en fait là tu vas pas te laisser en fait encore t'échapper sur quelque chose. Et en fait tu vas y aller en fait. Tu vas y aller. Et l'Australie ça m'avait quand même beaucoup aidé aussi, parce que je pensais jamais être capable de faire ça. Et en fait un jour j'ai juste pris un billet d'avion comme ça pour passer à l'action. Et quand j'avais vu ce que ça m'avait amené derrière, et là je me suis dit c'est un petit peu pareil, tu vois. Je me suis dit il y a des fois où en fait faut pas attendre en fait d'être persuadé sur tout, d'être sûr sur tout. Des fois il y a des choses que tu ressens et il faut juste écouter en fait. Et là en fait c'est ce que j'ai fait, je me suis écouté. Donc je me suis lancé et au début, pour te dire, j'ai même paniqué parce que je pouvais pas faire le virement, tu sais, moi il faut attendre 48 heures. Et du coup je paniquais parce que je la voulais vraiment à ma place en fait. Je la voulais vraiment et je me disais non mais parce qu'elle me disait, donc la personne de ton équipe m'avait dit les coachings commencent là.
Du coup, dès demain, en fait, tu peux venir. Et vu que, bah, du coup, moi, je devais attendre 48 heures, je disais, non, mais vraiment, attendez-moi, genre, moi, c'est sûr que je viens, hein, genre, vraiment réserver ma place, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, j'étais à fond. Et du coup, j'avais quand même peur. Mais vu que j'avais fait le premier pas, j'étais quand même drivé par déjà ce premier passage à l'action et de me dire, bah, en fait, let's go maintenant, il n'y a plus qu'à, tu vois. Ok, donc trop bien. Est-ce que ça veut dire que là, donc, bah, tu fais ton paiement, c'est quoi peut-être les... En fait non, c'est quoi les peurs qui restaient en fait concernant le closing et peut-être un accompagnement en règle générale et ensuite qu'est-ce qui te restait après? C'est clair? Ouais, sur les peurs avant d'investir déjà dans un accompagnement. Les peurs en lien avec le closing. Ok. Genre ça peut être de l'arnaque, je sais pas ce que tu disais. Ouais, bah ouais. Après j'avais quand même fait pas mal de recherches. Ouais. Ça faisait déjà un bon mois et demi que j'y étais dessus. Ok. Et en fait, ce qui m'avait rassuré, c'était vraiment tes discours, le discours que tu as porté sur tes vidéos à toi, où tu disais, bah non, en fait, c'est pas tout beau, tout rose, etc. Et je me dis, bah en fait, s'il y a quelqu'un comme ça qui est dans le milieu et qui apporte cette vision-là, c'est que, bah, il n'y a pas que, on va dire, enfin, je vais être un peu sharp, mais il n'y a pas que des charlatans, parce que moi, je les voyais comme ça, tu vois, en mode vendeur de rêve. Ouais. Et je me suis dit, s'il y a des personnes qui sont sérieuses comme ça dans ce milieu, c'est qu'il y a forcément quelque chose à faire. Et vu que ça me parle, vu que le closing, le milieu du closing, l'explication que je m'en étais faite et qu'on m'en avait donnée avec les recherches, ça me parlait, je me suis dit, bah, moi je pense que je peux faire quelque chose là-dedans. Ok, trop bien. Voilà, okay. C'est vraiment comme ça. Et les peurs que j'avais, c'était plus lié, je pense, à l'accompagnement. C'était est-ce que j'allais être bien encadré, est-ce que ça allait pas être l'usine, tu vois, avec beaucoup de volume et du coup derrière, bah, le suivi personnalisé et un petit peu biaisé. Ok. Parce que voilà, moi c'est ce que je recherchais, dans un accompagnement, c'est vraiment genre, bah, qu'on te fasse un retour, que tu puisses progresser, pas qu'on te prenne par la main, mais que voilà, une vraie montée en compétence. Bien sûr, ouais. Quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que tu t'étais fixé un objectif de chiffre d'affaires ou... Ouais. Ok. Je me suis dit, si je gagne déjà plus que le SMIC, parce qu'en fait j'avais fait des essais à la base pour rechercher un travail, je me suis dit le temps que ça fonctionne. Et en fait on me proposait des salaires qui étaient pour moi c'était pas assez quoi, c'était un peu plus que le SMIC. Okay. Et je me suis dit bon ok, si je fais quelque chose que j'aime et que je me lance à mon compte et que j'arrive à gagner juste ça ou minimum un peu plus, bah c'est déjà bien, c'est un premier step pour moi. Je t'ai pas demandé c'était quoi ta situation financière là à ce moment-là En fait là à ce moment-là j'avais mis de l'argent de côté avec l'Australie, ouais. Du coup. Et en saison, je mettais pas vraiment d'argent de côté, c'était juste pour, ça me permettait juste de vivre en fait en saison ou voilà, quoi que ce soit. Donc en fait, il me restait un petit peu d'argent d'Australie parce que je m'étais fait un bon matelas en vrai. Et je me suis dit, en fait, là, si t'as plus ce matelas-là, il y a un moment donné, il faudra forcément trouver quelque chose. Et moi, vu que je suis, je suis assez organisé sur ça et que on va dire, tu vois, je m'y prends assez à l'avance, j'avais cette organisation de me dire, ça va me servir à me lancer. Okay. Et même si au début ça marche pas ou ça prend un petit peu de temps, j'ai cette sécurité-là derrière, okay. Tu vois. D'accord, intéressant. Ouais. Ok, trop bien. Donc bravo, merci, tu nous as rejoints, tu es rentré dans l'accompagnement. Donc il y avait ce besoin d'être bien accompagné. Tu t'étais fixé un objectif temporel de je rentre telle date. D'ailleurs, t'es rentré quelle date là? Je suis rentré, si je dis pas de bêtises, exactement le 23 novembre. 23 novembre, ok. Et du coup, est-ce que tu t'es dit, genre, je suis rentré là au mois de novembre, donc je veux que à telle date, en gros, j'ai eu un retour, quoi, tu vois? Je me suis dit, pour moi, c'était... l'accompagnement, il a une durée. Il faut qu'à la fin de l'accompagnement, tu puisses commencer à générer du chiffre. Ok, d'accord. Et je me suis dit, comme je t'ai dit, pour moi, je m'étais fixé un chiffre d'affaires psychologique de 2000 € pour commencer. Et je me suis dit, en sortant de là, il faut qu'au moins le premier mois, tu génères ça, quoi. Comment ça se passe, du coup, une fois que tu es dans l'accompagnement, et est-ce que tu as pu profiter? L'accompagnement, franchement, ça a été... en fait, dès le début, je me suis senti très très bien encadré. De par les peurs que j'avais, en fait, on était vraiment une petite équipe, en fait, finalement, avec des gens qui commençaient. Je crois qu'on était 4, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'était hyper personnalisé. On avait 3 sessions semaine. Donc en fait, je trouvais que la montée en compétences, elle se faisait très très rapidement. Donc en fait, dès le premier coaching, moi, je me suis dit, en fait, c'est la première fois où je me dis, je suis sûr de moi, quoi. Genre, c'est la première fois où je me dis,
je suis parti dans le bon truc. Et je le sentais encore plus et je me suis dit ok, là je me pose plus de questions et maintenant c'est tout droit quoi. Je mets juste une pause là-dessus. Ce qui est important pour moi, en fait, dans l'accompagnement, c'est qu'on est sur une formation commerciale. Et je déteste le format usine, comme Pierre en parlait. On est beaucoup en fait dans une session et finalement l'apport pédagogique est moyen. Donc du coup c'est volontaire que quand vous venez chez nous, en fait c'est des petites cohortes. Donc là en l'occurrence Pierre c'était 4, mais peut-être que vous avez un peu grossi à 6 je crois. Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a qui ont continué en suivant. Ouais, voilà. Et donc en fait on a des petites cohortes dans notre programme qui fait que donc en général c'est entre 4 et 10 grands max sur lesquels vous allez pouvoir en fait avoir vraiment ce côté un peu intimiste. Du coup ce sera cool que tu partages, mais carrément. Parce que beaucoup de personnes veulent de l'individuel, mais au final ne se rendent pas compte que juste un petit groupe, en petit comité, c'est aussi profitable, voire même plus que si tu étais que en individuel. Ouais. Moi j'avais cette peur-là, on se dit toujours qu'en fait, je parle pour moi et je parle pour les profils qui sont un peu comme moi et qui se reconnaîtront, de se dire si on est tout seul, c'est mieux parce qu'en fait on va avancer plus vite ou quoi que ce soit, alors que non. Parce qu'en fait, les retours, les questions que les gens peuvent avoir, le fait d'avoir un point de vue extérieur, justement comme tu l'as partagé sur les petits groupes comme ça, justement en fait ça rapporte de la valeur en plus. Et j'ai trouvé justement qu'on allait beaucoup plus vite en fait dans des petits groupes. Donc c'est là aussi où j'ai trouvé ça trop cool. Puis en plus c'est des personnes, quand tu commences quelque chose, en général tu as un manque de confiance ou un manque de certitude, le temps de ta montée en compétence ou quoi que ce soit. Et ces personnes-là elles sont comme toi. Donc en général, elles ont les mêmes peurs, elles ont les mêmes axes de progression que toi, et puis il n'y a pas de honte quoi du coup. En fait, si tu as besoin de t'entraîner ou quoi que ce soit, il n'y a pas de jugement ou pas de jugement de valeur ou quoi que ce soit. Donc en fait, ça te permet de te détendre et juste te laisser porter et d'avoir vraiment une cohésion de groupe qui est hyper intéressante quoi. Tu avais des notions dans la vente avant de nous rejoindre? Ouais, mais c'est des notions, on va dire, très standards. Notions de vente classiques qu'on t'apprend en école de commerce. Et qui reste quand même, on va dire très théorique à l'ancienne, quoi, j'ai envie de dire. Ok, et du coup, donc, en fait, on a deux formats. On a un format, donc vous commencez d'abord à regarder la plateforme de formation en ligne avec le contenu et les cours qu'on vous donne. Et ensuite, du coup, vous démarrez sur les sessions de coaching. Du coup, c'est intéressant. Tu as fait des études de commerce. Par rapport à ce que tu as vu, à la fois peut-être sur la plateforme de formation et à la fois de ce que tu as appris, qu'est-ce que ça a donné comme... Moi, j'aimais bien la vente, mais pour moi, c'était trop... c'est la vente qu'on t'apprend en école de commerce, c'est toujours la même en fait, c'est toujours la même technique, le son casse. Le son casse, tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça, et puis c'est toujours pareil. Quelle que soit la personne que tu as en face de toi, quel que soit le secteur dans lequel tu es, en fait c'est une technique universelle quoi, en fait, qu'on t'apprend. Et là en fait, moi, au-delà de la technique de vente, c'est vraiment un développement humain en fait que tu retrouves. Et c'est cette agilité en fait, au-delà de l'agilité conversationnelle, cette agilité que tu vas avoir relationnelle, à adapter en fait ton approche en fonction de la personne que tu as en face de toi, en fonction de ses objectifs, de sa personnalité. Comme moi par exemple, je ne traite pas les gens qui sont comme moi, les profils bleus qui sont un petit peu inquiets, stressés surtout, ou qui ont besoin d'être rassurés, comme les personnes qui ont plus de facilité à passer à l'action, qui veulent plus de factuel, qui veulent plus de concret. Tu agis pas de la même manière et tu vas pas appliquer une méthode bêtement comme ça à tout le monde la même quoi. Comment ça s'est passé du coup ce même mode d'accompagnement que tu as pu avoir? Moi j'ai énormément, ça a été un tournant aussi on va dire personnel au niveau de mon évolution juste personnelle en fait. J'ai encore beaucoup pris en maturité. J'ai développé certaines choses chez moi dont je ne pensais pas forcément être capable. Comme quoi par exemple? Ça va être, je pense, peut-être mon... Tu sais, je suis quand même assez timide moi de base. J'ai du mal à aller... Pour ping-pong en tout cas. Ouais, pour ping-pong, ouais. Un peu compétiteur aussi. Ouais. Mais moi j'ai du mal à m'exposer à la base. Et j'ai du mal, par exemple, le role-player pour moi sur les petits groupes, même un petit groupe de 4 au début, pour moi c'était une épreuve et je me rappelle, je tremblais, j'avais la chair de poule, je commençais à avoir la gorge nouée,
Enfin, je me sentais vraiment pas bien, quoi. Ok. Et puis à chaque fois qu'on me demandait, ouais Pierre, alors c'est à ton tour, tout ça. Non, peut-être la prochaine fois, parce que là, j'ai un rendez-vous, quoi. Tu me l'as fait un peu sur le bootcamp là, du coup Pierre, tu vas passer pour faire ton atelier. Non, mais c'est pas grave, bon je peux passer après. Là c'est plutôt ce truc là où je me disais, ouais là peut-être, je voyais qu'ils étaient tous fatigués, j'avais pas envie de les embêter. Bah tiens, ouais. Mais j'ai ce truc là, ouais, c'est vrai, j'ai du mal de base, c'est vrai, j'ai du mal à m'exposer devant les gens et tout ça. Et je vois que tu vois, le fait de roleplayer, de prendre, de se dire en fait, tu lance-toi en fait, tant pis. Puis si tu te trompes, c'est pas grave, tu le fais une fois, tu vois qu'en fait il n'y a pas de jugement. Parce que c'est souvent ça en fait, c'est la peur d'être jugé ou de se sentir nul par rapport aux autres ou quoi que ce soit. En fait, au bout d'un moment, j'ai lâché un peu les chevaux, quoi, et je me suis dit, vas-y, si tu te trompes, c'est pas grave, c'est comme ça que de toute façon tu vas progresser. Et puis en plus, en fait, en faisant ça, j'ai pris vraiment de l'assurance en moi très très vite. J'ai pu développer une approche différente que celle que j'avais, et je vois qu'en fait tout ce que j'ai appris dans l'accompagnement ou tout ce que j'ai appris de par le closing ou quoi que ce soit, ça n'impacte pas que la manière dont je travaille aujourd'hui, ça impacte toute ma vie et toutes mes relations humaines. Et en fait je l'ai vraiment vu, que ce soit au niveau de mon entourage, au niveau de mes relations, que ce soit familiales ou quoi que ce soit, j'ai vraiment développé un autre cadre et je me sens beaucoup mieux à ce niveau-là, quoi. Trop bien, ok. Ok, donc du coup tu fais les mois d'accompagnement et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui après Alors pour résumer le parcours, moi j'ai l'impression que ça fait 4 ans que je fais ça, on en parlait la dernière fois, mais j'ai en fait pas tant. J'ai l'impression que aussi pareil, en fait ça fait genre, on en parlait. Alors juste pour info, on est en train de cramer sous le soleil de Bordeaux à 40 degrés dehors. Parce que là on est à ce moment-là en fait sur un bootcamp en présentiel, donc les closers en fait de Sales Nation et mon closer ont droit à un bootcamp tous les 2-3 mois. Donc là on est en plein bootcamp, on termine en apothéose avec le témoignage de Pierre. Sur une belle note. Voilà. Donc, et donc du coup on en parlait aussi sur hier, on se dit mais Pierre, ça fait combien de temps que tu as démarré? Tu m'as dit, toi tu m'as dit je me suis lancé genre en mars là, je crois que c'est ce que tu m'avais dit. Ouais, c'est ça. J'avais l'impression que ça fait 1 an en fait qu'on se coach, que je te, voilà, tu vois. Moi j'ai l'impression que ça fait 4 ans que je fais ça, quoi. Et que je suis un ancien alors que pas tellement finalement. Donc raconte du coup comment ça s'est passé sur l'après alors. Comment ça s'est passé, moi du coup avant de finir la durée de l'accompagnement, j'ai eu l'opportunité d'avoir une mission qui c'est pas forcément très bien passé, dans le sens où ça cochait pas du tout en fait finalement les objectifs que je m'étais fixés, et les personnes pour qui je travaillais ne remplissaient pas ce qu'il nous avait dit de base aussi, parce que j'étais aussi avec Kevin, donc du coup Kevin qui avait témoigné la dernière fois. Que vous pouvez voir sur la chaîne, sur la chaîne aussi. Ouais, exactement. Et en fait on était dans un cadre, on s'est rendu compte qu'on était dans un cadre où qu'on nous avait mal présenté, enfin c'était pas la même chose, quoi. Il y avait vraiment un gap parce qu'il nous avait été présenté de base, et quand on était dedans, et on s'en est rendu compte à un certain moment. Je pense qu'on a un petit peu trop traîné dans cet écosystème. Moi, ça m'a porté un petit peu préjudice au niveau de mon énergie, etc. Ça t'a coûté, tu veux dire? Ouais, ça m'a coûté parce que c'était ma première mission surtout. Ouais, bah oui. Et j'avais beaucoup d'attentes, j'avais l'excitation du terrain. Et en fait, l'énergie que j'ai mis dans cet écosystème-là, dans cette mission, en fait, ça m'a vraiment cassé parce que j'ai tout donné, vraiment j'ai tout donné. Je donnais beaucoup plus que je pense que ce que j'aurais dû donner ou ce que quelqu'un de lambda donnerait de base. Et je pense que je me suis fatigué beaucoup trop pour pas grand chose au final. Okay. Et du coup j'ai un peu tardé à dire stop, parce que c'était la première mission, donc il y avait ce truc là aussi où je me sentais peut-être pas légitime à m'imposer ou à dire stop, parce que j'avais peut-être pas peur de retrouver quelque chose aussi derrière. Combien de temps après du coup tu l'avais eu celle-là? 2 mois? Après le début de l'accompagnement? Ouais, 2 mois et demi, ouais. Ok, c'est ça, ouais. D'accord. C'est ça. Et du coup, je suis parti après 2 mois et demi, parce que pas de chiffres, beaucoup trop d'investissement pour pas grand-chose. J'étais pas du tout aligné finalement avec ce qui se passait à l'intérieur. Bref, voilà. Est-ce que ça peut juste me faire une transition sur un peu le discours que beaucoup de formateurs peuvent utiliser ou leur appel de vente ou autre, comme quoi en gros il y a un énorme marché avec plein de missions, qu'en gros c'est l'Eldorado. Je pense que sur la chaîne je suis 100% transparent, et d'ailleurs vous l'avez pu le voir sur les différents témoignages, il y a des closers qui arrivent directement sur de bonnes missions.
et d'autres où c'est un peu plus compliqué, parce que c'est la réalité du marché. Tu peux en parler peut-être? Ouais, carrément. Moi, alors il y a énormément de missions, ça oui. Ça, il y en a énormément. Mais après, il y a beaucoup de missions très peu qualitatives, on va dire. Et après, on va dire, je prends des pincettes quand je dis ça, parce que pour moi, il y a les deux côtés. Il y a le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de missions qualitatives et le fait qu'il y ait des missions aussi qui sont, on va dire, c'est pas qu'elles sont pas qualitatives, mais qu'elles sont peut-être peu avancées dans le stade de l'entrepreneuriat ou de l'infopreneuriat. Et pour moi, pour autant, c'est pas forcément négatif de commencer avec certaines missions comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Des missions tremplin, tu veux dire? Ouais, des missions tremplin, exactement. Okay, ouais, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de closers aujourd'hui, quand tu commences, qui veulent le top direct. Qui veulent les 5 000, 10 000 qu'on leur a promis à la base. Exactement, et moi j'étais pas du tout dans ce truc-là. Je me suis dit, en fait, si je dois commencer avec un infopreneur ou quelqu'un de plus petit et qui est pas forcément, tu vois, qui génère pas non plus des mille et des mille, mais qui est carré dans ce qu'il fait, et là où je peux prendre déjà des petites commissions, mais juste m'entraîner et commencer à juste prendre de l'expérience en fait finalement, je suis preneur tous les jours, quoi, à 1000%, tu vois. Ouais. Donc, et c'est ça aussi le problème des gens qui commencent, et j'en parlais aussi, c'est que il y a des fois, il faut arrêter aussi de se dire qu'on veut ci, on veut ça, on veut ça, on veut ça, et qu'on veut en fait les 10 000, sinon c'est rien, on veut les 25 rendez-vous par semaine si on s'en va. Non, tu commences en fait, s'il y a des missions tremplin où c'est carré, où tu peux déjà générer tes petites coms et déjà progresser, fonce en fait, tu vois, prends tout ce qu'il y a à prendre. Parce que pour moi, les missions où on banalise trop aujourd'hui ça, mais les missions où tu commences à faire des grosses commissions par mois, où tu peux aller chercher entre 6, 7, 8, 10 cas par mois, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, il faut se le dire. Surtout quand tu sors de formation ou que tu viens de rentrer, les entrepreneurs sont quand même assez regardants sur l'expérience passée. Quoi. Donc, exactement. Exactement, et c'est ce que moi je me disais aussi, et je trouvais ça normal, et c'est pour ça que je me disais, va te faire les dents un peu sur même les petites missions, etc. Après, il fallait pas non plus prendre n'importe quoi, c'est parce que je dis, voilà, il faut faire attention. Il y a le juste milieu, parce que là, il y a 2 jours, j'étais en call avec quelqu'un qui vient de se former, mais ailleurs. On lui a mis sur une mission, genre qui fait 200 calls par jour. Il n'est pas payé, parce que c'est du setting, et en gros, on lui a dit, c'est que full variable, etc. Donc il y a mission tremplin et mission tremplin. Je suis d'accord. Il y a mission tremplin et chair à canon, tu vois. Exactement. Pour moi, c'est là où il faut faire attention, et c'est pas parce que je dis il faut pas être trop, on va dire, comment je peux dire ça, trop dans l'attente de beaucoup de critères. C'est plus dans le sens où, pour moi, il faut faire attention à aussi imposer ce que tu veux. Ce que tu veux réellement, et dire en fait moi je veux quand même ça, je veux un cadre comme ça. Si je fais du setting, moi je veux travailler au moins avec un fixe de 600-800, et en fait pour moi tant que tu mets un cadre qui n'est pas déconnant comme ça, tu as le droit d'imposer aussi ce que tu veux. On est entrepreneur aujourd'hui, tu as le droit d'accepter ou tu as le droit d'imposer aussi toi ce que tu veux, quoi. Et c'est même important, je trouve, il faut le faire. Mais voilà, comme tu dis, il faut avoir une balance en fait, un juste milieu, quoi. Ok, donc première mission qui est gourmande un peu en énergie, peut-être en motivation aussi un peu. Ouais, exactement. Et après, y a toi et Davy qui sont un peu revenus à la rescousse avec l'opportunité de faire un premier challenge. Là, je me suis dit, vas-y, c'est trop bonne opportunité. En plus, quand tu rentres dans le milieu du closing, le challenge, c'est un petit peu la Ligue des Champions. Tu peux expliquer peut-être avec tes bras toi ce que c'est un challenge? Un challenge, c'est en fait c'est une mission sur une courte durée. On va dire en général ça dure une semaine pour plus ou moins, on va dire. Et c'est une mission où en fait un infopreneur va mettre beaucoup de budget pour avoir beaucoup d'acquisitions, donc pour ramener beaucoup de personnes en fait sur son offre, sur son accompagnement, sur sa formation, pour faire du volume au niveau du chiffre d'affaires, quoi, tout simplement. Donc en fait elle recrute des équipes de closers justement pour avoir une force commerciale juste sur une mission déterminée et pouvoir subvenir à un besoin assez volumineux, quoi. Ouais, et du coup, donc, juste pour résumer, il y a les missions classiques lambda que vous voulez quand vous êtes closer pour avoir un écosystème mensuel dans lequel vous allez évoluer. Et à côté de ça, en tout cas là depuis fin 2024, 2025, c'est très présent là encore aujourd'hui où on tourne nos vidéos, où en gros donc on a ce format là. Donc comme le disait Pierre, donc c'est des événements en ligne qui sont très courts, entre 3 et 5 jours, et les closers, eux, de leur côté, prennent des calls en général pendant 7 à 10 jours. C'est très intense, c'est un sprint, comme le disait Pierre. Donc l'idée, c'est pas de rester et d'avoir un challenge
de manière continue, parce que dans tous les cas un challenge est éphémère de par sa nature. Mais là-dessus, vous avez l'opportunité en fait de prendre 2-3 fois plus de calls que ce que vous avez l'habitude de prendre, et donc forcément de prendre 2-3 fois plus de commissions que ce que vous avez l'habitude de prendre aussi. Ouais, exactement. Exactement. Donc du coup, je fais ce premier challenge-là. Donc là, full pression, je me mets la pression et tout ça. Je me dis là, il faut y aller, il faut performer, c'est le moment quoi. Mais je l'ai super bien vécu. Franchement, c'était une trop bonne expérience. On avait une très bonne équipe dessus. Et j'arrive à sortir une bonne commission en vrai pour un premier challenge. Franchement, si je peux donner des chiffres. Ouais, bien sûr. J'étais exactement, alors j'ai plus le chiffre exact, mais c'était entre 4005 et 5000 euros de facturé, et j'avais pris des appels pendant 4 jours. Trop bien, ok. 4 jours, okay. Voilà, pour donner un petit chiffre. Et je l'avais trop bien vécu, j'avais adoré l'expérience. Et ensuite, du coup, je suis reparti sur une petite mission suite à ça. Mais qui était temporaire aussi, c'était vraiment pour aider un infopreneur justement un peu structurer son offre, justement quand je te dis des missions aussi. Il trouve un peu précoce dans la maturité entrepreneuriale. Un petit peu précoce dans la maturité infoprenariale, et pour autant c'était un super gars qui avait des super valeurs et j'ai adoré travailler avec lui. Pour autant les commissions n'étaient pas non plus extraordinaires, et pour autant j'ai trop aimé l'expérience en fait. Ça c'est super important ce qu'il est en train de dire, parce que comme il le disait juste avant, vous pouvez arriver avec des attentes hyper importantes. Pour autant, un closer, pas comme Pierre, peut vous permettre aussi, si vous êtes coach, CEO ou infopreneur, en fait, de vous aider à avoir en fait cette accélération dans le business, même si vous êtes... Alors, attention, parce qu'un closer mange grâce en fait au chiffre d'affaires de votre boîte. Donc si vous êtes coach, freelance, indépendant, et que vous voulez recruter un closer mais que vous ne faites pas de chiffre, le closer ne viendra pas. Parce que derrière, il faut qu'il y ait une opportunité quand même de mission. Par contre, pour des gars intelligents et bien câblés comme Pierre, en fait, ces closers-là, ils savent que s'ils arrivent aussi au bon moment, en fait, ils sont prêts à, entre guillemets, sacrifier un peu de leur com au départ, parce qu'en fait ils croient dans le potentiel de votre boîte, ils vont vous aider à le développer, et en fait derrière ils vont s'y retrouver d'un point de vue com. Voilà. Exactement, et moi c'est pour ça, je crache rien, je crachais sur aucune mission ou quoi que ce soit, et je prenais vraiment tout du moment où j'étais aligné bien sûr avec l'offre. Ça super important aussi, je mets un gros point là-dessus, mais pour moi, c'est hyper important de bien choisir, non pas déjà aussi les personnes avec qui tu vas travailler, mais aussi les programmes que tu vas vendre tout simplement. Parce que pour moi, si tu n'es pas aligné avec une offre ou quoi que ce soit, ou si tu n'as pas la certitude comment dire ça, d'apporter de la valeur, ou que en fait ton accompagnement il peut vraiment aider des gens ou quoi que ce soit, en fait tu pourras pas le vendre en fait, ou ça va pas marcher. Il y a un moment où ça va bloquer. Ouais, parce que tu crois pas tout simplement. Donc moi c'est toujours le point d'honneur que je me suis mis, c'est vendre des solutions en lesquelles je crois, et travailler avec des gens avec qui je partage les valeurs, tu vois. C'est vraiment les 2 points d'honneur que je me suis fixé. Et du coup j'avais beaucoup aimé l'expérience, et du coup j'ai enchaîné là avec 3 challenges ce mois-ci. Bravo. Donc voilà, très bonne expérience aussi. On a pu avoir des challenges qui ont mieux fonctionné que d'autres, mais c'était quand même intéressant parce que ça montre aussi que ça montre la réalité aussi. Ça montre que c'est pas parce qu'on va se positionner forcément sur un challenge ou qu'on va prendre une mission que ça va marcher. Et pour autant, c'est ce qui fait aussi, je pense, c'est ce qui va différencier un bon closer sur le long terme et juste un closer lambda. Pour moi, c'est la manière et les capacités dont on va avoir aussi à rebondir, même quand ça se passe mal. Et là, en l'occurrence, c'était un bon exercice parce que y a des fois où ça c'était pas le top du top, quoi, on va dire. Mais c'est toujours enrichissant, c'est toujours de l'expérience engrangée, et franchement c'est toujours top, quoi. C'est bien que t'en parles, parce qu'il y a beaucoup de closers qui un peu fantasment ce qu'est un challenge. Et on parlait des missions, il y a plein de missions, mais les bonnes, il n'y en a pas beaucoup. Des challenges, il peut y en avoir plein, mais au final, c'est pas parce que c'est un challenge que forcément ça va être hyper intéressant, quoi. C'est comme les missions, les challenges, il y en a beaucoup, et des très bons challenges, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, et puis c'est important, c'est bien de se confronter à toutes sortes de missions, on en ressort plus fort, plus grand, et puis
voilà, ça, on va dire ça aiguise notre karaté aussi, on sait ce qu'on veut plus petit à petit. Et je pense que voilà, c'est des expériences, on a besoin de passer par là aussi, c'est important. Ton quotidien, du coup, il ressemble à quoi? Est-ce que c'est dur de passer d'un quotidien, on va dire de non-closer à un quotidien de closer? C'est quoi aujourd'hui? Comment tu le vis? Ouais, parce que paradoxalement, et je pense que c'est quand même important de le dire aussi, c'est beaucoup plus dur quand même que ce que je pensais, faut le dire. C'est pas juste en fait ce qu'on peut vous montrer ou ce que vous pouvez voir. Il y a aussi quand même les côtés, on va dire, plus négatifs, comme partout. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Et moi, je pense que juste le plus important, c'est de les conscientiser. Tu peux les lister peut-être, genre ceux qui te viennent là en tête comme ça? Ouais, bien sûr, le côté énergétique. Je pense que le closing aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde dans le sens où tout le monde peut se former et faire du closing. Mais par contre, pour moi, c'est pas fait pour tout le monde. Bien sûr. Parce que pour moi, on n'a pas tous les mêmes capacités à gérer son énergie ou quoi que ce soit. On ne peut pas tous en fait enchaîner peut-être, je sais pas, pour les challenges 10 calls dans la journée. Franchement, au niveau émotionnel et gestion de l'énergie, c'est très très dur. Et si on n'apprend pas un petit peu à se connaître et juste à se connaître et savoir comment on peut gérer les choses, ça peut être très très vite compliqué à ce niveau-là. D'autres choses qui sont importantes? Forcément, quand tu travailles, quand tu es entrepreneur en général, déjà tu travailles pour toi, donc en fait l'organisation. L'organisation prime. On a beaucoup parlé sur le bootcamp là. Ouais. L'organisation prime parce qu'en fait, si tu te lèves pas et que tu vas pas travailler, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de commission, il n'y a rien. Donc c'est la motivation, mais au-delà de la motivation, c'est l'organisation. Si tu t'organises pas aujourd'hui, tu vas vite te cramer. Et en fait, tu vas t'épuiser. Et en fait, c'est là où tu peux faire des burn-out ou faire des cassures. On a eu des. Moi, je suis un très bon exemple parce que je pense que je me suis pas très bien organisé là sur les 3 challenges. Et ça m'a porté un petit peu préjudice au niveau de mon énergie ou quoi que ce soit. Ouais. Et pour autant, après, on rebondit, on en parle, on est entre nous et puis c'est cool. Ça permet de remonter la pente, mais c'est important aussi de le dire, qu'à ce niveau-là, c'est important de s'organiser. Et le point aussi que j'ai envie de lister et qui est hyper important pour moi, c'est le fait qu'on est seul, quoi. On est seul, et comme je disais, paradoxalement, on parle à des gens toute la journée et pourtant je me suis rarement senti aussi seul. Parce qu'en fait, on est toute la journée devant notre ordinateur. C'est un métier qui est quand même, moi autour de moi, qui n'est pas commun, donc en fait on peut en parler, les gens peuvent s'intéresser, etc. Mais pour moi, on ne nous comprendra jamais à 100% tant qu'on ne le vit pas. Et c'est pour ça que les événements comme ça, les bootcamps, c'est juste trop intéressant et ça permet aussi de recharger les batteries parce qu'on est avec des gens qui nous comprennent à 1000%, qui vivent exactement le même quotidien que nous, qui ont exactement les mêmes problématiques que nous. Et le fait juste de partager, de parler, et juste d'écouter les autres, ça fait un bien fou et ça permet de recharger les batteries. Ouais. Trop bien. C'est quoi la suite? La suite, là, du coup, ça va pas me faire de mal de me poser un peu. Donc, quand je dis me poser, c'est là, je repars du coup sur une mission à temps plein. Du coup, sur le long terme. Dès demain, d'ailleurs. Dès demain, ouais, ça commence demain, exactement. Donc, on enchaîne, mais trop excité, trop motivé par cette nouvelle opportunité. Et là, j'espère que ça va bien fonctionner et que je puisse justement trouver une mission sur laquelle je peux prendre du plaisir et sur le long terme, tout simplement. Trop bien. Parfait. Voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin ou des personnes qui hésiteraient soit à nous rejoindre ou à se lancer dans le closing pour terminer? Les profils bleus, là, il faut arrêter, quoi. faut y aller, quoi. Les gens comme moi, tout ce que je peux vous dire, c'est... non, plus sérieusement, quand vous sentez, mais que ce soit... je vais parler pour le closing là, mais en vrai c'est pour tout. Pour moi, c'est dès que vous ressentez quelque chose ou que vous sentez qu'en fait il y a quelque chose à aller chercher, le cerveau humain il est fait de sorte à vous ramener vers le confort, à vous créer des barrières ou à juste vous mettre justement des blocages en fait. Et il y a certains moments il faut arrêter de réfléchir, faut tenter, faut y aller. Et puis de toute façon il n'y a jamais d'échec, il n'y a que de l'apprentissage en fait finalement. Donc le meilleur conseil que j'ai, c'est le passage à l'action, tout simplement. Trop bien. Le meilleur moment, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, quoi. Et pourquoi choisir TSN? Pourquoi choisir TSN? Parce que très clairement, pour moi, vous êtes les seuls à proposer un encadrement comme vous le faites, tout simplement, dans le sens où on n'est jamais laissé à l'écart. Vous nous tendez toujours la main. On a un accompagnement finalement qui se finit jamais en fait, finalement, parce qu'en fait on est toujours ensemble sur le long terme,
là on se voit, on est toujours au téléphone, en visio, quand il y a besoin d'envoyer un message ou même juste de remotiver. Bon, on sait que toi, Davy ou quoi que ce soit, on peut vous appeler quand on veut. Et à ce niveau-là, au niveau de l'encadrement, vous retrouverez ça nulle part. Ça c'est une certitude. Donc voilà. Trop bien. Merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup Julien, en tout cas c'était trop cool. Avec plaisir. On va boire un coup et puis on va utiliser les serviettes à côté. Et aller au frais, ouais, un peu. Allez, merci beaucoup Pierre. Merci. Merci.